Je reçois ce dimanche le professeur Ababakar Sadikh Bey, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, faculté des sciences techniques à l'UCAD, et Amadou Sarr Diop, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur du laboratoire GIRES. Nous allons parler de l'avion présidentiel, de son achat et la polémique qui s'ensuit, les prochaines locales et la visite du président français Macron au Rwanda. Merci d'être avec nous sur iRadio à l'ère du temps. Dimanche 30 mai 2021, merci d'être à l'écoute de l'ère du temps qui reçoit aujourd'hui Amadou Sarr Diop. Amadou Sarr Diop est professeur, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur du laboratoire GIRES. Et aussi professeur Ababakar Sadikh Bey, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle. Il est aussi à la faculté des sciences techniques UCAD. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis cette semaine, la polémique, c'est sur l'achat de l'avion présidentiel. Le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a dit à l'Assemblée nationale que l'avion a coûté pratiquement 57 milliards de francs CFA. Les députés sont revenus sur le débat. Certains estiment que est-ce que c'était le moment d'acheter l'avion. D'autres estiment que c'est une question de souveraineté. Ababakar Sadikh Bey, au moment où nous sommes au Sénégal, est-ce qu'il était utile judiciaire d'acheter un avion? Merci Alassane Samba Diop pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés pour un peu échanger sur les problèmes non seulement de l'actualité, mais aussi sur le devenir de notre pays et de notre continent. Merci. Le problème de l'avion présidentiel peut se situé dans un cadre d'ailleurs beaucoup plus vaste, qui est le problème d'acquisition de biens pour le pays. Que ce soit l'avion présidentiel ou un immeuble pour l'ambassade du Sénégal aux États-Unis ou pour loger des étudiants et stagiaires en France, etc., de façon globale. Je crois que si, disons, la raison de tout ce débat de controverse, s'il en est, c'est qu'il n'y a pas eu la communication qu'il fallait au départ. Si l'État du Sénégal, souverain, a examiné et vu l'opportunité et la nécessité d'acheter un avion présidentiel, c'est à partir de ce moment-là qu'il fallait communiquer et donner l'ensemble des éléments pour que le problème n'ait même pas à être posé. Parce que le peuple a tous les éléments pour dire c'est normal, pour des tas de raisons. Ça peut être pour des raisons de souveraineté, ça peut être pour des raisons de sécurité, et ça doit être accompagné par d'autres éléments du type voilà combien ça coûte, voilà l'usage que cet avion pourra apporter, outre d'ailleurs, disons, permettre au président d'exercer ses missions en tout temps, en toutes circonstances. D'ailleurs, c'est ce qui permet de définir peut-être les caractéristiques techniques de cet avion, quel doit être son rayon d'action, comment il doit être aménagé, parce que vous savez qu'un avion peut avoir un double de son prix en fonction des différents aménagements qu'il y a à l'intérieur. Mais quand la presse a posé la question, on lui a posé un secret défense en disant que c'est dans le budget de l'armée qu'on a puisé l'argent pour acheter l'avion. C'est un secret défense. Quelques jours après, le ministre des Finances dit le coût, mais pas tout. Il a été acheté à 57 milliards. Mais quel est le coût des aménagements qui pourraient être apportés à ce avion? Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un déficit de communication. Et vous savez, moi je dirais, il y a deux niveaux de responsabilité. Je pense que le président peut, de manière avisée, éclairée par ses différents collaborateurs, avec tous les éléments d'aide à la décision, prendre la décision d'acheter un avion. Bien. Mais son rôle, le président n'a pas après à s'occuper de tous ces détails-là. C'est les collaborateurs qui ont piloté le dossier qui doivent donner l'ensemble d'informations susceptibles aux citoyens lambda de comprendre le pourquoi de ce choix.
S'ils n'ont pas fait le travail, bon, je pense qu'après, à la longue, ça va créer des problèmes. Donc, le président, son implication dans cela, c'est la responsabilité du choix des hommes à qui il a confié cette responsabilité. Et il a une grande responsabilité par rapport à ça, mais le manquement se situe au niveau des hommes qui ont été choisis pour piloter ce type de... Amadou Sarr Diop, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer vos auditeurs et vos téléspectateurs. Je pense que les arguments soulevés par le professeur Bey recoupent pratiquement avec moi ce que j'ai retenu, que le véritable problème, au-delà des débats de passion liés à des considérations politiques, le véritable débat, c'est un problème de communication. Quand on regarde un peu les arguments développés par à travers la presse par les collaborateurs du président, les arguments qu'il décline me paraissent être des arguments acceptables. J'ai retenu 3 arguments. Le premier argument qu'ils ont avancé, c'est un argument technique pour dire que la pointe Sarène est à sa dernière décade. Puisque la vie d'un avion dure 30 ans, c'est raisonnable qu'on pense à changer l'avion présidentiel pour des raisons de sécurité. Le second argument est pratiquement un argument lié tout simplement à la vétusté de la pointe de Sarène avec les multiples pannes qui l'ont explicité. Le troisième, peut-être, c'est l'argument lié à l'image du Sénégal pour des questions de leadership. Ces 3 arguments pouvaient passer si, auparavant, l'État avait communiqué sur la question. Pourquoi l'achat de l'avion présidentiel constitue un véritable débat aujourd'hui? C'est parce que, comme l'a dit le professeur Bey, du point de vue communicationnel, l'État a des problèmes. L'autre élément aussi, qu'on le veuille ou non, le gouvernement sénégalais ou le régime de Macky Sall rencontre ce que j'appelle une crise de confiance par les erreurs en matière de communication. De plus en plus, les Sénégalais ne croient plus à ce que ces gens se disent et ça impacte plus ou moins le débat aujourd'hui qui secoue l'achat de l'avion présidentiel. Mais je crois parce que globalement se pose un problème de transparence. De transparence. De débat vis-à-vis des populations, de dire voilà les choses qui se déroulent, avant qu'ils découvrent après qu'on leur a caché quelque chose et ça crée l'effritement de la confiance. Tant qu'on ne change pas de mode de communication au niveau du gouvernement, de ne pas s'inscrire dans une logique de polémique avec l'opposition. Et de manipulation. De manipulation, mais de s'adresser aux populations et de tenir un langage clair. Si on arrive à faire ça, je crois qu'il y a beaucoup de débats qui auraient pu être dépassionnés. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on est dans cette situation-là. Les gens, on parle de 57 milliards. L'argument du ministre porte-parole du gouvernement, c'est un argument fallacieux. Question secret dépense, je crois que ce n'est pas la bonne réponse qu'il fallait apporter. Pourquoi le ministre des Affaires de l'économie et des finances a donné l'information? Cela prouve donc quelque part qu'il est passé à côté. Et souvent, dans ses sorties aussi, c'est comme ça. Oui, parce que les Sénégalais estimaient qu'avec la Covid, qu'il y aurait des changements de paradigme. On a vu qu'avec la Covid, les présidents étaient forcés de rester sur place, de travailler via Zoom, via les nouvelles technologies, de faire des réunions, mais via les nouvelles technologies. Qu'est-ce qui a empêché l'État du Sénégal de continuer dans cette pratique de travailler avec des Zooms et de faire économiser au pays de l'argent? Parce qu'un avion présidentiel décolle, c'est des centaines de millions qui sont payés. Les hôtels, le kérosène, la location du parking pour l'avion, les per diem que perçoivent les gens. Mais cet argent-là peut servir peut-être à faire autre chose. Alors, je pense que bon, le débat il est posé, il est clair, mais je voudrais faire 2 observations. Lesquelles? Vous savez, les éléments que vous venez de donner, tout ça, ça fait partie des éléments sur lesquels une communication aurait dû être faite. Ensuite, par-delà même ces éléments techniques, au niveau disons, des frais de fonctionnement de l'avion, ça aussi, je crois qu'il y a un certain nombre de données qui pourraient être fournies et accompagner, par exemple, des différentes modalités de voir comment on peut optimiser l'usage de cet avion. Je prends un exemple. Vous savez, quand un président de ces pays développés se déplace dans son avion pour aller discuter de projets de coopération bilatérale, etc., assez souvent, ils partent avec des techniciens du ministère
Mais des fois, ils identifient aussi des techniciens capables de leur apporter les éléments de référence. Vous savez, vous allez négocier des contrats avec des gouvernements qui impliquent des entreprises, avec des procédés industriels et tout. Mais l'administration a ses experts qui sont capables d'être là et d'écouter le débat entre les administratifs pour pouvoir apporter le concours par rapport au choix à identifier. Donc, inclure des délégations étoffées avec des techniciens spécialisés dans les différents points qui vont être abordés, je crois que ça aussi, ça fait partie. Et au lieu de les mettre dans des lignes régulières, de partir dans une forte délégation présidentielle, mais pour apporter des contributions par rapport à des signatures de projets. Des voies qui rapportent de l'argent au pays. Voilà. Des contrats, des partenariats, des joint ventures, etc. Par exemple, je prends un exemple, pour développer l'industrie du verre dans la production d'objets utilitaires en verre, qui sont tout le temps importés, un voyage présidentiel en France qui permettrait de mettre sur la table des industriels sénégalais et des gros industriels français tels que Saint-Gobain pourrait apporter, disons, la mise en œuvre de projets conjoints de toute cette chaîne de valeur vers, et qui peut être évaluée, et rien que ça peut être plus que le prix de l'avion. Plus que le prix de l'avion présidentiel. Je pense que voilà un peu l'approche qu'il faut faire. Je prendrai... Donc vous pensez que les voyages présidentiels doivent être des voyages utiles, des voyages qui rapportent de l'argent, que le président soit une sorte de VRP, mais en allant dans son voyage avec des techniciens qui sont à la hauteur, de ne pas amener des gens juste là-bas pour dormir pendant tout le trésor, aller faire du shopping. Voilà. Alors, la deuxième observation que je voudrais faire, c'est que vous savez, le PSE est un cadre cohérent de développement, mais on a eu l'accord des bailleurs pour accompagner le Sénégal à hauteur de plusieurs milliers de milliards, mais ça ne veut pas dire que les bailleurs vont le donner. Les bailleurs vont le donner sur des projets concrets de mise en œuvre, des programmes et des projets. Et donc là où les choses tardent à décoller, c'est parce que, bon, il y a un retard, il y a dans l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et de projets pour apporter les éléments de réponse et les résultats et impacts attendus du PSE. Ça, c'est un. La troisième observation, qui permet de comparer avec l'achat de l'avion présidentiel et de débat, vous savez, des hôpitaux ont été construits à Kaffrine et à Kédougou, à coups de milliards. Mais pourtant, il y a des hôpitaux qui manquent de certains moyens au niveau de leur plateau technique. Est-ce qu'on peut dire, tant qu'on n'a pas mis aux normes ces plateaux techniques, on ne peut pas construire d'autres hôpitaux? Ce n'est pas raisonnable. Il faut effectivement construire des hôpitaux là où justement il y a un besoin. Et Kaffrine et Kédougou, je pense que sont comme tout le reste du Sénégal, ont besoin de ce type d'infrastructure. Mais en relevant dans le même temps les plateaux techniques. En faisant ce projet-là, il fallait l'accompagner, ne serait-ce que partout où il y a des problèmes, avoir, même si on ne peut pas tous les résoudre, prendre un point prioritaire pour les autres types d'infrastructures et les faire. Et à ce moment-là, je pense que le débat ne se poserait pas. Monsieur Amadou Sarr, est-ce qu'au fond, ce n'est pas un débat de Amadou Sarr Diop, est-ce que ce n'est pas un débat de déficience dans la dépense du franc public, c'est-à-dire de deniers publics? Comment les dépenser? Parce que est-ce que les présidents africains tous ont besoin de chacun d'avoir un avion? Je crois qu'il faut l'inscrire même dans une vision développementaliste. Tout s'articulant dans un pays, et si on ne prend pas en compte ce point de repère, parfois on peut commettre beaucoup d'erreurs dans la manière de dépenser l'argent du pays. Le débat, c'est est-ce que le président doit avoir un avion? C'est un débat. Oui. Est-ce que le fait d'avoir un avion peut être une priorité par rapport à d'autres urgences dans ce pays? C'est un débat. Est-ce que l'avion peut rapporter plus que son coût? Voilà. Je crois que... En termes de contrat de voyage. À ce niveau, c'est à ce niveau maintenant où se situe le débat. L'efficience. Le problème d'efficience. Parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent objectivement que le président doit avoir un avion. Pourvu que l'avion soit, comme vous le dites, utile, capable même d'apporter des dividendes au pays. L'exemple que donne le professeur B, je crois, c'est un exemple concret. Les délégations qu'on déplace, surtout au niveau des bailleurs de fonds, souvent c'est ce que je dis à mes étudiants. Souvent, j'ai fait l'expérience dans le cadre de la gestion de mon laboratoire. Quand vous êtes avec des chercheurs occidentaux, eux, ils ont leur agenda
Et c'est à toi qui es invité, moins qui est coopté comme collaborateur, d'imposer aussi son agenda. Et à partir de ce moment, c'est un débat qui se pose. Si tu arrives à les convaincre sur beaucoup de points, ils sont prêts à changer. C'est la même chose aussi avec les bailleurs de fonds. Si le gouvernement va à la rencontre des bailleurs de fonds, si au niveau de la délégation gouvernementale, il n'y a pas des techniciens chevronnés capables de défendre l'intérêt du Sénégal, mais souvent aussi c'est souvent des accords qu'on signe et qui ne font pas forcément dans l'intérêt du Sénégal. De ce point de vue, je pense que il faudrait peut-être rectifier à ce niveau. Je pense que l'avion du président, je crois qu'il faut dépasser le débat. Moi, je suis d'accord sur l'achat. Mais malheureusement, il y a un effet d'annonce dans un contexte qui n'est pas favorable, avec la crise qu'il y a, avec la pandémie, avec aussi le chômage des jeunes et tout. Malheureusement, c'est une erreur qui a rattrapé le gouvernement. Si le gouvernement avait communiqué depuis 2009 sur l'urgence et la nécessité d'acheter un avion, peut-être le débat... Mais est-ce que ce n'est pas un débat qui devait être posé à l'Assemblée nationale, où les députés représentent les Sénégalais, on leur dit, on va acheter un avion, voilà les conditions. L'argument qui dit que c'est logé dans le budget du ministère de la Défense, qui malheureusement ne fait pas l'objet d'un débat à l'Assemblée. C'est là où il y a un problème. Mais est-ce que tout ce qui est logé au ministère des Forces armées doit être secret défense? Non, il y a quelqu'un qui a démontré avec un texte à l'appui, je crois que je l'ai noté, que quelque part, il n'est n'invente pas un secret défense que c'est un secret défense. Je crois que c'est un argument fallacieux qu'il faut s'inscrire dans la mauvaise manière de communiquer de l'État du Sénégal, et ça a été une mauvaise sortie, sortie malencontreuse du ministre Omar Gueye, et malheureusement ça fait un dégât. Je pense que l'argument là ne tient pas la route. L'État aurait pu communiquer. En tout cas, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un choc? Ne se poserait pas aujourd'hui. Est-ce que ça ne pose pas au fond un changement de paradigme, la façon de gérer le pays, et comprendre qu'aujourd'hui qu'on ne peut plus gérer le Sénégal comme on le gérait au temps de Senghor, d'Abdou Diouf, que les jeunes sont au fait de ce qui se passe aujourd'hui, qu'on leur doit encore plus de transparence dans la gestion des deniers publics. Parce qu'à la fin de la journée, l'argent, c'est l'argent des contribuables. Ceux qui dirigent le pays doivent être au service des Sénégalais, et pas le contraire. Mais c'est pour ça que, comme le dit le collègue professeur Diop, appuyant un peu le manque de communication, pas seulement même de communication, mais même avec tout l'élaboration et l'analyse des éléments du contenu de la communication. Parce que la communication, il y a un porte-parole du gouvernement, bon, mais lui, il est chargé un peu de mettre la forme communicationnelle, la dernière phase. Communication, c'est pas seulement que parler. Voilà, mais il y a ce que parler veut dire. Voilà, mais il y a tout ce qui a comme derrière, le dit Pierre Bourdieu, toute la chaîne d'arguments qui justifie cela. Il est bien entendu que, bon, évoquer le secret défense par rapport à ça, on peut comprendre que certaines caractéristiques de l'avion présidentiel peuvent revêtir le sceau secret défense. Mais pas tout. Telles que les caractéristiques des systèmes de télécommunication qui y sont, le type d'équipement, etc. Parce que, bon, pour des raisons de sécurité, c'est normal. Hein. Mais dire que le coût de l'avion présidentiel soit une opportunité d'achat pour remplacer celui qu'il y a, je crois que... Mais vous allez sur Internet, Google, vous avez le coût. Ça tombe sous le sens de pouvoir communiquer dès le départ et puis de suivre un processus de partage. Parce qu'il faut faire participer de plus en plus les citoyens dans les processus de décision, de prise de décision. De prise de décision. Et là, si le gouvernement avait fait cela, en disant voilà le dossier qui justifie que le président est instruit pour qu'on remplace l'avion présidentiel, mais à la limite, ça peut même ne pas être parfait, ce dossier. Et ceux qui sont contre ou ceux qui veulent apporter des contributions peuvent éventuellement faire des observations qui pourraient même être prises en compte pour améliorer le dossier. Et pourquoi pas même faire changer le choix qui était fait, parce qu'il y a d'autres arguments qui montrent que le choix qui va être en train d'être fait est peut-être... n'est peut-être pas le meilleur choix, même si c'est un bon choix. Ça pose le problème de la démocratie, la après, façon de gérer, le fait que les citoyens puissent participer au débat. Mais aujourd'hui, les gouvernements africains sont rattrapés par la meute, parce que les jeunes sont informés, sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent aller chercher la bonne information. Comme vous le dites, ils sont dans un paradigme dépassé. Et tant qu'on ne sort pas dans ce dualisme politique entre opposants et partisans du pouvoir, on ne pourra jamais faire une véritable démocratie de développement.
Je crois que les véritables acteurs, c'est les populations. Quand on communique, il faut mettre en avant la priorité de cette cible-là. Quand on décide aussi, il faut les impliquer et sortir peut-être de cette logique qui consiste à vouloir trop faire de la politique. Moi, le sentiment que j'ai, c'est depuis la première alternance avec Wade, Macky Sall est dans ce même sillage, c'est la dimension politique qui est en train de visser tout au Sénégal. Et malheureusement, si on est dans cette logique-là, on ne pourra jamais mettre en œuvre les véritables projets de développement pour le pays. Je crois, comme vous le dites, il y a une mutation extraordinaire au niveau de la variable jeune, du point de vue même de la représentation qu'on s'est fait du pouvoir. De plus en plus, les jeunes s'inscrivent dans une logique du pragmatisme politique, c'est-à-dire que des réalisations concrètes prennent le dessus, au-delà des considérations idéologiques. Et tant que l'État ne s'inscrit pas dans cette perspective, c'est sûr qu'on aura toujours ce genre de problème-là. Je crois que les débats au Sénégal sont dépassionnés, les gens ne s'inscrivent pas dans une analyse objective de nos problèmes, nos contraintes, et en même temps dans une logique aussi de dégager les perspectives pour développer notre pays. Et aujourd'hui, je crois qu'un pouvoir sérieux doit s'inscrire dans cette logique-là. Qu'au-delà des clivages politiques, il faut aménager une gouvernance qui prenne en charge les véritables préoccupations des Sénégalais. Que le monde a changé, il faut aussi changer de paradigme. Et souvent, je le dis avec une certaine passion, que l'alternance générationnelle n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de mentalité. J'ai l'habitude de dire que, même si ça déplaît à certains amis de la paire, que Macky Sall me paraît plus vieux qu'Abdoulaye Wade du point de vue même de la vision gouvernementale. Et parce que tout simplement, il est dans une logique politicienne qui renvoie un peu à l'ère senghorienne, et ça pose problème par rapport même au leadership qu'il devait assumer après les élections de 2012. Je crois qu'il a plus ou moins dérapé par rapport au paradigme qu'il avait pris comme repère pour changer le Sénégal. Mais cela se dit à quoi? Pourquoi aujourd'hui, justement, quand on est dans l'opposition, on a les plus belles idées du monde, on veut changer le pays, et dès qu'on arrive, on semble être capturé par le système, on n'arrive pas à faire bouger les choses. C'est le refus de ce qu'on appelle l'accouchement douloureux. Parfois aussi, il est plus aisé dans la grossesse séculaire. L'accouchement douloureux suppose des ruptures à tout point de vue, et avec des risques aussi, parce que changer le Sénégal suppose quand même remettre en cause des fondamentaux et les lobbies, des lobbies maraboutiques, confrériques, politiques, économiques et tout, et en plus aussi l'influence extérieure. Tous ces lobbies-là, il faut avoir la capacité de faire face, d'avoir aussi une pédagogie bien articulée pour poser des changements opérationnels avec toute la garantie requise pour ne pas avoir des problèmes après. Parce que souvent aussi, les grands visionnaires n'arrivent jamais à atteindre leur objectif. Comme le disait l'autre, c'est des météores debout avant le jour, ils ne verront jamais le lever du soleil. Mais parfois aussi, on peut réussir. Il y a des pays où les gens ont réussi à ce niveau, ne serait-ce que... Macky Sall peut être vraiment une certaine transition entre deux mondes. Et c'est vraiment ce qu'on attendait de lui. À défaut même de pouvoir faire les grandes réalisations, qu'il amorce au moins les ruptures fondamentales pour changer le pays. Du point de vue de la crise des valeurs, du point de vue de la gouvernance politique, du point de vue de la transparence des ressources, etc. On attendait de lui cette rupture. Et malheureusement, cette rupture-là n'a pas encore lieu. Et souvent, ils sont victimes aussi, ces présidents, de leur propre entourage. Des gens qui sont des conservateurs, qui bloquent tous les dossiers, qui sont dans la manipulation. C'est ce que je voulais même si la responsabilité du chef est engagée totalement. C'est ce que je voulais rajouter, comme j'ai dit tout à l'heure. La responsabilité ultime, c'est celle du chef, surtout dans un régime présidentiel. Il faut que le chef soit aussi capable de changer les gens qui ne bougent pas. Mais vous savez, on a un pays qui a plus de 400 partis politiques, je crois. Oui. Où il y a des partis politiques, cabines téléphoniques, etc. Mais il y a peu de militants. Plus de clients qui se positionnent pour de l'entrisme. Oui, plus de clients que de militants. Et même dans les grands partis, il y a pléthore de gens, la captation, qui ont fait de la politique un métier. De prédation. Alors, et ceux-là, ils ferment la porte à tout citoyen sénégalais qui n'est pas engagé dans les partis politiques, mais qui, quel que soit le système qui est en place, apporte le fruit de ses réflexions et le met à la disposition des pouvoirs publics en place. Mais assez souvent, c'est des levées de boucliers avec à la clé un dernier argument.
C'est nous qui étions là au début avec vous en train de lancer des cailloux. Pourquoi celui-là qui vient juste d'arriver Même s'il est compétent, il faut l'écarter. Voilà. Même s'il est beaucoup plus compétent que tous ceux qui sont là, bon, on ne peut pas lui confier cela parce que nous sommes les militants de la première heure. Et puis Alassane, l'autre aspect aussi qu'on rencontre dans le contexte sénégalais, il n'y a pas ce que j'appelle moi la dissociation entre l'espace politique partisan et l'espace étatique neutre. Absolument. Et par rapport à ces deux espaces, chaque acteur aussi a un rôle à jouer. Si des questions techniques liées à la gestion de l'État, il faut prendre des gens compétents, capables de le faire. Maintenant, dans le champ politique, vous pouvez gérer vos militants, mais malheureusement, il y a cette confusion entre ces deux espaces qui aujourd'hui pose problème dans la gestion de notre pays. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de compétences sénégalaises sont à l'extérieur, qui sont dans des secteurs les plus pointus, mais qui ne sont pas associés à la gestion du pays. Vous allez par exemple en Californie, il y a Léopold Diouf, c'est un Sénégalais, c'est lui qui valide tout ce qui est schéma de Nokia. S'il ne met pas son OK, ça ne marche pas. C'est un ingénieur de très grande qualité, mais on ne l'entend jamais. Et pourtant, c'est des connaissances. Partout au Sénégal, on a ces gens-là. Mais vous savez, moi j'ai été partout dans le monde. J'ai fait mes 2 doctorats en France. J'étais au CNRS à Sophie Antipolis. J'ai fait une dizaine d'années au Japon. Je suis rentré du Japon. J'étais directeur de recherche au laboratoire central de Hitachi. Je faisais partie des 10 premiers chercheurs étrangers invités par le gouvernement du Japon en 1988. Mais partout où je vais dans le monde, mais je trouve des Sénégalais et des Africains à des niveaux de compétences, de responsabilité due à leurs compétences, mais exceptionnelles. Mais vous savez, disons, l'invasion de l'espace administratif par le politique a fait de telle sorte que même l'administration sénégalaise n'a plus les capacités et les compétences qu'ils avaient avant. Parce que du temps de Senghor, l'administration sénégalaise était connue. Et on avait d'ailleurs pour résultat que dans toutes les instances internationales, il y avait des Sénégalais à la tête de beaucoup de structures. Et le président Diouf a consolidé cela, cette administration sénégalaise. Et puis, bon, le président Abdoulaye Wade, malgré ses bonnes volontés, ses idées, parce que c'était un bâtisseur qui avait une belle vision, une grande vision. C'est dommage qu'il soit arrivé au pouvoir un peu tard, sur le tard, en ayant perdu d'ailleurs une grande partie de ses ressources humaines, qui sont morts ou qui ont... Je rappelle que c'était hier son anniversaire, Abdoulaye Wade. Ah oui. C'est 95 ans. Ah oui. Joyeux anniversaire à lui. Qu'il vive longtemps et pour encore accompagner, parce que je pense qu'il peut être de bons conseils. Et donc... Je pense que cette administration sénégalaise-là, elle a commencé à faiblir quand même sous le président Wade, parce que le président Wade a voulu utiliser l'ensemble des ressources et s'est appuyé aussi sur beaucoup de choses informelles. Et que son entourage aurait dû formaliser. Mais donc, c'est ce qui fait que, disons, l'espace politique a envahi l'espace administratif qui s'est affaibli. Et qui a fait, donc, qui a contribué au départ de beaucoup de compétences pour de nouveaux horizons. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Abdelkader Sadikh Diop, Aboubacar Sadikh Bey, qui est enseignant, chercheur, et qui est professeur titulaire de l'université de classe exceptionnelle de la faculté de sciences techniques. Et M. Amadou Sarr Diop, qui est enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop Dakar, directeur du laboratoire GIRES. Ça nous permet d'enchaîner sur les locales qui arrivent bientôt. On parle de compétences. Aujourd'hui, il est prévu, si la loi passe à l'Assemblée nationale, que les citoyens sénégalais, chacun pourrait aller conquérir l'espace dans son aire géographique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les intellectuels sénégalais doivent descendre sur le terrain, aller à l'assaut des mairies pour amorcer le changement qu'on attend dans ce pays? D'abord, il faut se féliciter de l'attitude du gouvernement à décider finalement d'organiser les élections locales. Parce qu'il y a eu beaucoup de reports. Je pense que, qu'on le veuille ou non, il y a une situation de légitimité qui se pose de plus en plus avec les multiples problèmes qu'on rencontre au niveau des territoires au niveau local. Si on a décidé finalement d'organiser ces locales, on ne fait que féliciter le gouvernement. Mais
pour répondre à votre question, je pense que les intellectuels ne seront pas sur le terrain. Pourquoi? Tant que le format ou le contexte politique est à l'état, il va être extrêmement difficile pour les intellectuels de descendre sur le terrain. Mais si le maire est élu au suffrage universel direct. Attends, moi je dis parce que j'ai vécu l'expérience. Dites-nous. J'ai vécu l'expérience à Géoul et ce qui se passe dans ma localité, c'est un peu ce qui se passe un peu partout. On a développé dans ce pays une logique de dépendance, à la limite même alimentaire à la base, une gestion, une marginalisation même du champ politique par certains qui, par l'entreprise de leur entrée dans l'espace étatique, ont amassé de l'argent, et faisant qu'aujourd'hui, quelle que soit la volonté, l'expertise des intellectuels à vouloir aller sur le terrain à la conquête des mairies, l'argument financier, les moyens, risquent malheureusement de prendre le dessus sur la compétence. Parce qu'il y a plus de militants dans le pays, il n'y a que des clients maintenant. Oui, malheureusement, on a développé cette culture aussi. Si vous voulez aller à l'assaut de Géoul pour être maire, on vous demande est-ce que vous avez de l'argent ou pas? Déjà, une part de 10 millions. Moi, je suis un enseignant de l'université, je n'ai pas 10 millions à mettre sur la table pour être candidat. 10 millions, cela signifie aussi qu'il faut avoir de l'argent pour... Ils n'ont pas encore fixé, c'est 50 jours avant qu'ils vont fixer. Ça, c'était l'ancienne loi, on va attendre ce qui va se passer après. Mais même pour faire une campagne, il faut des moyens. Il faut des moyens. Et on a développé dans ce pays aussi une logique telle que si tu n'as pas les moyens, il y a 1000 chances aussi que, quelles que soient les idées pertinentes que tu auras à défendre, ça ne passera pas. Monsieur B, est-ce que c'est ça le gros problème dans ce pays-là? Que les intellectuels veulent aller à l'assaut du pouvoir, mais ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas d'argent. Qu'on a transformé le pays du militantisme patriotique à du clientélisme pragmatique. Alors, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas être élu. Je vais faire une nuance. Disons, quelques observations qui vont éclairer, disons, ma pensée par rapport à ce problème-là. D'abord, moi je suis partisan de ceux qui ont toujours dit le vote du citoyen sénégalais, il faut le rendre obligatoire. Et sous ce rapport, nous n'avons pas besoin de deux cartes, une carte d'identité et une carte d'électeur. Une seule carte. La carte d'identité suffit, avec au dos des cases sur les différentes élections. Pour faire tout, oui. Et je vous dis, si je vous montre ma carte d'identité, derrière c'est marqué « ne peut pas voter ». Je n'ai pas voté lors des élections passées. Donc, je ne jouis pas de tous mes droits. Parce que j'ai une pièce d'identité qui me dit clairement que je ne peux pas voter. C'est une erreur, ça. Ah non, c'est parce que justement, le système, à partir d'un moment donné, on avait arrêté l'établissement des cartes d'électeurs. Et donc, même si vous faites une carte d'identité, vous ne pouvez pas avoir la mention d'électeur. Je crois que pour résoudre le débat et pour limiter les frais, parce que deux cartes, si on réunit ça en une carte, déjà, on diminue par deux les coûts de confection. Mais ensuite, il n'y aura pas de commission pour ceux qui cherchent de l'argent dans ce système-là. Ensuite, oui, mais on est en train de proposer des solutions optimales pour ce pays. Ensuite, si le vote est rendu obligatoire, de deux choses l'une. Ou alors il faut pouvoir sanctionner négativement ceux qui n'ont pas voté, ce qui est difficile, ou alors sanctionner positivement ceux qui ont voté. Et je crois que c'est la solution qui va pouvoir être appliquée. Quand, par exemple, vous devez faire une requête auprès des administrations, quelle qu'elle soit, dans votre dossier, si vous avez votre carte d'identité avec la mention « à voter », ça veut dire que vous avez exercé votre devoir de citoyen. Et donc, vous êtes plus citoyen que celui qui n'a pas voté. C'est clair. Donc, un dossier identique, comparable, mais celui qui a voté, qui a montré qu'il était citoyen, va pouvoir passer devant celui qui ne l'a pas. Donc, voilà une sanction positive qui permettrait de pousser tout le monde à voter. Alors, et si tel est le cas, ça veut dire qu'on pourrait maintenant éventuellement assister à une meilleure implication des intellectuels, des citoyens et de tous citoyens de tous bords pour aller candidater. Deuxième observation. Mais si tu n'as pas d'argent, tu es intellectuel. Deuxième observation. Je ne suis pas de ceux qui pensent que fixer une caution
Parce que c'est discriminatoire et c'est pas équitable. Mais c'est une façon d'éliminer. Et c'est pas équitable. Je ne suis pas non plus, je suis pas aussi de ceux qui pensent que avoir des signatures de parrainage règle aussi le problème. Je vais analyser le problème à partir des fondamentaux. Si quelqu'un cherche un emploi, parce que si vous voulez être maire, c'est un emploi, hein? Qu'est-ce qu'on vous demande en premier? Votre CV. On ne vous demande pas votre compte en banque. On ne vous demande pas une caution. On vous demande votre CV. Mais si vous voulez être candidat maire, on peut vous demander votre CV. Mais quel CV serait pertinent pour la candidature à une mairie? C'est pas le nombre de diplômes, c'est pas... Mais on peut demander un certain nombre de choses et fixer par la loi un certain nombre d'exigences pour pouvoir être candidat. Par exemple, vous êtes citoyen d'une commune, dans votre CV par rapport à la commune, qu'est-ce que vous avez fait pour accompagner les actions citoyennes de votre commune? Qu'est-ce que vous avez fait dans le mouvement associatif de votre commune? Qu'est-ce que vous avez fait pour apporter à partir d'un universitaire, par exemple, qui travaille dans la recherche sur les problèmes de purification de l'eau, qui va faire un petit projet pour purifier l'eau saumâtre dans une commune donnée? Mais tout ça, ça peut être acté avec un certificat d'attestation de service fait ou de service rendu, qui vont être les éléments qu'on va demander pour pouvoir être candidat à une mairie. Et je dirais mieux, si vous êtes président de communauté rurale et que vous avez apporté ces éléments-là dans votre CV, le jour où vous êtes candidat au département, vous allez fournir les éléments que vous avez fournis pour développer votre village. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sait que vous avez fait pour votre village, on peut avoir espoir que si on vous confie une responsabilité supérieure, vous aurez probablement les moyens d'y aller. Et ainsi de suite. Mais la question de fond, si tu n'as pas d'argent, tu as tout ça, tu ne passes pas. Je donne un exemple concret. À diplôme égal aussi, compétence égale, tout ce que tu as fait dans la commune, si tu n'as pas assez d'argent, mais les populations vont dire, mais écoute, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous ce soir? Et puis même la configuration des mairies. Moi, je suis membre du conseil départemental de Kébémer. Je n'ai jamais pris la parole en réunion. Pourquoi? Il n'y a pas de débat. Et 90% des élus au niveau du conseil départemental de Kébémer ne comprennent rien du tout de ce qu'on décide. Ouais, ici, c'est extraordinaire. Je suis là-bas et je n'ai jamais pris la parole. Il n'y a jamais un débat sérieux. Quand Modou Diagne Fada vient, il apparaît comme un demi-dieu avec son entourage politique et tout. Finalement, il n'y a rien de sérieux. Et on se rend compte que pour un intellectuel, parfois, c'est du temps perdu. Moi, j'ai voulu démissionner, les gens m'ont dit non, il faut rester. Et j'ai un étudiant qui prépare une thèse sur la question. Ça me pousse peut-être à rester pour observer. Ouais. Mais je dis que la manière dont les mairies sont structurées, la manière dont la politique au niveau local est mise en œuvre, ça n'inscrit pas dans une logique de propulser au développement endogène. Mais est-ce que ce n'est pas aussi c'est mis en place par les politiciens, les partis politiques pour empêcher aux intellectuels indépendants de se mouvoir? Je crois que c'est le même débat que je vous ai posé tout à l'heure. Il y a une confusion terrible entre ce que j'appelle moi l'espace du développement et l'espace politique. Cette confusion est partout. Comme l'a dit M. Et elle est entretenue. Entretenue aussi pour des intérêts politiques. Parce que si on met en avant l'expertise, si on met en avant l'intérêt des populations, si on met en avant la compétence, la plupart des politiciens seraient complètement en dehors du système. Et je crois que c'est ça le véritable problème qu'on est en train de vivre. Et entre pouvoir et opposition, c'est des vases communicants. Oui, il faut qu'on arrive au moins à délimiter les transhumances de gauche à droite, ça dépend des intérêts. Même une mairie peut être peut-être dirigée par un homme politique, mais la composition, par exemple, du conseil municipal devait tenir compte des compétences de la localité, mais on pas des personnes qui sont en mesure d'apporter des voix pour gagner les élections, et non pas des personnes capables d'influer sur la gestion et la vision de la mairie. Et ce qui fait que souvent au niveau des mairies, il y a peu d'intellectuels. Peut-être je dis qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je crois que les choses peuvent changer avec la variable jeune. De plus en plus, je pense que les jeunes ont décidé de s'investir en politique. Ça pourrait changer la donne. Mais tant qu'on reste dans ce vieux paradigme senghorien, on ne sortira jamais de notre situation. De loin, on voit un pays qui, quelque part en Afrique, essaie de changer les choses. Même si on n'a pas à l'intérieur pour savoir réellement ce qui se passe.
Tout dernièrement, on a vu le président français être reçu au Rwanda par le président Paul Kagame, M. Macron. Mais quand il est venu à l'aéroport, comme l'a fait Macron quand Kagame était à Paris, il avait envoyé son ministre. Paul Kagame a fait la même chose. Et ça a eu un effet extraordinaire sur Internet où les jeunes Africains ont dit voilà un président aujourd'hui qui rend la fierté et la dignité aux Africains. Comment vous analysez cela? Alors, permettez-moi juste de préciser. Le temps. Permettez-moi de préciser juste ma pensée par rapport à. Tout à l'heure, j'ai parlé de, disons, des conditionnalités pour être candidat à une mairie. Oui. Il y avait le deuxième aspect maintenant. Rapidement. Et le deuxième aspect, c'était que non seulement il faut montrer des preuves qu'on a mis en œuvre des activités qui ont bénéficié à la communauté, mais en même temps, il faut aussi qu'on puisse présenter un programme, c'est-à-dire que le candidat à des élections locales doit présenter un programme qui peut être un plan de développement de la localité. Absolument. Avec une identification des secteurs à développer et des hommes qui sont avec lui et qui ont les compétences de le faire. Je pense que ça permet d'écarter pas mal de choses et d'éviter des... Alors, et pour revenir, pour faire le joint avec le Rwanda, vous savez, le président Kagame, dans les élections au Rwanda locales, il faut un plan de développement. C'est-à-dire que l'équipe doit fournir, je crois que je ne pense pas qu'on l'exige avant pour les élections, mais une fois qu'on est élu, l'équipe doit proposer un plan de développement de la localité, chiffré, une espèce de business plan avec son plan stratégique, et l'équipe de la localité se réunit avec l'administration centrale, et l'administration centrale leur donne le budget qu'il faut, mais avec un plan de suivi, évaluation. Et nous avons assisté à, disons, Kagame a démis de leur fonction des maires de localité et a mis en place une délégation spéciale, mais sur la base du fait qu'ils n'étaient pas en train de bien mettre en œuvre leur programme. Et ça a été constaté après un suivi, évaluation et une audit. Contrairement au Sénégal, assez souvent, quand on met des délégations spéciales, c'est pour embêter un opposant qui possède une mairie. Et des fois, c'est même pire que l'opposant qu'on a enlevé. Voilà. Donc, tout ça pour compléter un peu le problème des élections locales. Maintenant, la visite du président Macron au Rwanda, avec, disons, ce phénomène, que moi je dirais, c'est un épiphénomène, même si la connotation est extrêmement importante. Symbolique. Voilà. C'est pour ça que je situerai, disons, l'aspect fondamental de la question. Moi, je suis de ceux qui disent il n'y a pas de petit État et de grand État. La réciprocité, elle doit être valable. Et je n'ai pas été d'accord quand on a appliqué des visas pour la France, pour le Sénégal, et qu'on les a supprimés pour les Français, en disant, oui, ça va faire tuer le tourisme. Mais tant pis. On doit imposer la réciprocité entre les États. Là, l'Europe nous demande des visas, nous leur appliquons le même procédé. Ils nous font payer pour les visas, on leur fait payer pour le même procédé. Mieux que ça, d'ailleurs, si les Sénégalais doivent payer 100 € en Europe pour des visas, par rapport au pouvoir d'achat des Sénégalais, les Européens doivent payer plus proportionnellement à leur pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, c'est l'argent des visas des Sénégalais qui payent l'activité de l'ambassade. Mais avec tous les problèmes c'est des milliards qu'ils brassent par mois. Bien sûr. Et donc, en ce sens, dans la diplomatie, c'est pareil. Moi, je dis, c'est très bien ce que le président Kagame a fait. Le président Macron lui envoie son ministre des Affaires étrangères. Il envoie son ministre des Affaires étrangères pour l'accueillir. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Est-ce que justement ce qui s'est passé au Rwanda entre Macron et Kagame peut être un début de changement de mentalité dans la jeunesse africaine, dans la façon de voir les choses? Parce qu'on a l'impression que dans nos pays, que le colonialisme et l'esclavage a fait tellement de dégâts psychologiques que nos présidents, quand ils sont face à un blanc, c'est pas de racisme. Ils perdent leurs moyens. Oui, Kagame semble un peu donner de la fierté un peu à cette Afrique-là. Même si Kagame n'est pas aussi un dieu dans la gestion démocratique de son pays. Dans la gestion démocratique, il y a problème, mais moi je dis que c'est quelqu'un qui est en train de faire école en Afrique, qu'on le veuille ou non. Il est en train au moins de changer la vision qu'on a toujours de l'Occident.
Et ça relève du symbole, comme vous le dites, c'est extrêmement important. Dans nos États, on a des chefs d'État qui semblent être trop dépendants des anciens colonisateurs. Je crois que si on ne sort pas de cette logique aussi, on ne pourra jamais être souverain. Parce qu'au-delà de la rupture que Kagame a eue avec la France du point de vue politique, mais en même temps une rupture aussi au niveau des options développementalistes, la manière aussi de gérer son pays. C'est à ce niveau qu'il faut situer le débat. Non seulement il faut penser à partir des réalités endogènes, de nos réalités, et impulser des politiques de développement en rapport avec l'intérêt de notre pays et en tirer toutes les conséquences aussi qu'il faut aussi être indépendant par rapport à l'Occident. Parce que moi je pense que cette dépendance sur le plan politique aussi est encore plus nette en termes même de gestion de nos pays. Parce que les grandes décisions, les grandes orientations sont souvent décidées de l'extérieur. Il y a une extraversion à tout point de vue de la manière de gérer notre pays dans tous les secteurs. Et tant qu'on ne rompt pas avec cette logique, on ne pourra jamais nous développer. Donc au-delà même de la dimension purement politique, je crois que la rupture doit être d'abord une rupture en termes de gestion de nos pays, en prenant en compte l'intérêt de nos pays et de nos choix libres en matière de développement pour nos pays. Mais il a fallu quand même que le Rwanda connaisse un génocide pour repartir du bon pied. Généralement, on ne le fait pas à nos pays, mais généralement les pays qui ont connu ce traumatisme-là sont beaucoup plus enclins à aller de l'avant. Oui, c'est généralement les grandes transformations, c'est à partir des crises profondes. Hein. C'est une sorte de mal nécessaire à la limite. Je voudrais compléter. Oui. Vous savez, les grands changements viennent en général de deux manières. La première, c'est quand vraiment on touche le fond. Oui. Et qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, absolument. C'est ce qui semble se dessiner au Rwanda. Alors, il ne peut pas faire grand-chose que ça. Il y a une deuxième approche. Et cela permet aussi peut-être à Kagame de neutraliser certaines voix dissidentes. Il y a une autre forme, c'est celle qui relève de l'intelligence et de la réflexion stratégique. Avec une prospective et une planification. En anticipant sur le... Comme en Malaisie, avec le Mahathir. Voilà. Et c'est ça. Donc, on n'a pas besoin de génocide pour pouvoir faire des changements au Sénégal. On a besoin de faire de la prospection et de la prospective. Sachant que les compétences sont là. Vous savez, je le dis toujours, nos ressources humaines sont exceptionnelles. J'ai le plus grand, profond respect pour les 500 000 artisans, tous secteurs confondus. Mais c'est un gâchis depuis 60 ans. Qui font un travail 60 magnifique. Ans. Et il faut aller vers l'innovation, la science et la technologie. Vous savez, il y a des choix politiques, il y a un leadership politique, il y a des décisions à prendre. Dans les années 2005-2006, j'étais directeur général du Centre africain des lasers à Pretoria, donc au Council for Scientific Industrial Research en Afrique du Sud. Et je travaillais beaucoup avec le ministre rwandais Romain Murunzi et en fait pas mal de ministres africains parce que justement le Centre africain des lasers était un centre qui était un des 12 projets prioritaires de l'Union africaine tel que décidé par l'ensemble des ministres des sciences et technologies. Et vous savez, le président Kagame a fait un plan d'action consolidé pour développer la science et la technologie au service du développement. Au Sénégal, depuis des décennies, on dit qu'il faut favoriser la science et la technologie, les STEM, etc. On n'y va jamais. Mais le président Kagame, tout à l'heure on a parlé de ses relations avec le président de la République française. Mais quand il a fait ce projet et qu'il a présenté pour avoir un financement, je ne sais plus si c'était le Fonds monétaire ou la Banque mondiale, les gens ont dit non, ils ne vont pas mettre des billes dedans, etc. Tout ça. Et ils lui ont proposé de mettre de l'argent dans d'autres secteurs. Le président Kagame leur a dit, si c'est ça, je ne veux pas de cet argent. Moi, voilà ce que je veux et c'est là où je veux mettre l'argent. C'était 165 millions de dollars et il les a eus et il les a mis en sciences technologiques. Vous savez ce qu'il a fait? Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à faire rentrer tous les scientifiques rwandais qui étaient aux États-Unis et ailleurs. Absolument. Et il a créé un centre national de recherche scientifique. Et ils sont rentrés et il a commencé à décliner des programmes de sciences et technologies pour l'innovation et le développement socio-économique. Voilà les décisions fortes qu'on attend d'un fort leadership pour amener ce Sénégal vers l'émergence. Et à supprimer toutes les filières inutiles
au profit des filières. Ils sont en train de le faire au Je Rwanda. crois que c'est Mais ça. il suffit simplement de faire l'incitation. Ouais. Si vous donnez des bourses à toutes les filières scientifiques utiles et que ou une bourse entière pour ça et une demi-bourse, bientôt vous allez avoir ce qu'il faut. Mais est-ce qu'on peut changer justement ce paradigme-là dans notre pays? Quand même, au Rwanda, il n'y a pas assez de lobby là-bas. Hein? Il n'y a pas de Khalif général de Tidjana au Rwanda, il n'y en a pas, voilà, comme on en a ici ou chez nous. C'est des forces aussi qui sont là. Est-ce que ces forces-là, le pouvoir doit aller vers elles pour chercher la chose la plus utile pour le pays, éviter de les politiser ou bien d'aller les voir quand on a besoin, quand on va en campagne? Mais je crois qu'il faut aussi... Les confrères doivent avoir une force de proposition. Un leader aussi, un leader n'est leader en réalité que quand il est capable de manière intelligente, à partir de ses propres réalités sociologiques, pour réaliser son projet politique. Parce que les confrères peuvent avoir une force de développement. Oui, on peut les utiliser. Si bien sûr on les utilise à Ils bon ne sont pas en escient. soi négatifs. Il suffit seulement de les utiliser. Mais quand on les utilise à des fins politiques aussi, ça donne le résultat que cela donne. Absolument. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut situer le débat. Oui, allez-y. Je suis entièrement d'accord et Parce je n'en veux que pour preuve. Oui. Vous prenez, vous savez, les leaders des confréries religieuses, si vous leur apportez quelque chose qu'ils voient utile pour le pays, mais ils vont y aller et ils sont capables de mobiliser toute la masse. Je prends un exemple, les Dara, Oui. les Taloubés, la mendicité, tout ça, qu'on a dénoncé. C'est vrai, il faut dénoncer, il faut trouver une solution. Mais les Dara, c'est une éducation religieuse, c'est une éducation civique, citoyenne. Donc il y a du bon. Mais les gens ont pensé à faire de la formation professionnelle. Mais moi je dis, mais à côté des Dara, vous prenez des artisans, des menuisiers métalliques, etc., des cordonniers, des tisserands, des soudeurs, et vous avez une formation dans les centres de formation professionnelle à côté des Dara, et le talibé, il se lève le matin, il va au champ, ensuite il récite ses versets de Coran, et l'après-midi, il va aller faire sa formation Mais professionnelle. vous avez, ces corps de métier sont en train de disparaître au Sénégal. Il n'y voilà. a plus de menuisiers, parce que si le pays est ouvert à l'importation de tous les salons, ça arrive de la Turquie, du Maroc, de la Chine, mais les ateliers ferment. Mais bien sûr. Les jeunes deviennent des tchak-tchak, sont maintenant dans le Jakarta. Mais tout ça, il faut le Il repenser. n'y a plus de menuisiers au Sénégal Il faut le pratiquement, repenser et donner parce les que le moyens. pays est inondé par les importateurs. Merci. Quelqu'un me disait à l'antenne, au téléphone, qu'il ne faut pas oublier aussi que les sociologues, les littéraires ont aussi leur place dans le pays, hein, au-delà des scientifiques. Les littéraires sont importants. Vous savez, permettez-moi, vous savez, je suis de ceux qui disent, Oui. je vais faire 2 ou 3 Que observations. les sociologues sont importants. On a parlé de coopération sud-sud, Oui. et ça ne s'est jamais vraiment bien développé. Mais moi, j'ai toujours dit, depuis 20 ans, si vous voulez développer la coopération entre le Sénégal et le Brésil, il faut que dans les équipes d'experts, qu'on ait des spécialistes des sciences sociales et humaines, des psychologues, de des géographie, sociologues, économique, des géographes. etc., Absolument. connaissant le système brésilien pour pouvoir discuter avec eux. Absolument. Mais le sociologue aussi, c'est un acteur important dans le bien système. Mais malheureusement, au Sénégal, moi j'enseigne la sociologie de l'université de Cheikh Anta Diop. Oui. La sociologie, vous voyez, 3 départements de sociologie dans l'espace universitaire sénégalais. Chaque année, on en forme presque 300, 400. Moi, je pense que aussi c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Voilà, malheureusement, le temps que vous avez parti est terminé. Merci infiniment à Amadou Sarr Diop, qui est enseignant-chercheur à la faculté, à Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est aussi directeur de GIRES. Merci au professeur Aboubakar Sadikh Bey, qui est professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle à la faculté des sciences techniques de l'UCAD. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec nous. Merci à Biran Sissé qui a été la partie technique au micro de la Sambo Diop. Bon dimanche à tous. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio